les rayons et les ondes vous proposent chaque semaine les rencontres de Sophie avec celles et ceux qui font le territoire. Je suis aujourd'hui pour les rencontres de Sophie à Amby, l'abbaye d'Amby, qui est un cadre merveilleux, même si l'abbaye elle-même est un peu en ruine, mais on a conservé les belles ruines. Et il y a plein de lieux autour et dehors. Il fait pas trop chaud, ça va. Et je suis donc avec Clémence Touret. Bonjour Clémence Touret. Bonjour. Et donc vous êtes peut-être la nouvelle arrivée quand même, enfin, depuis 1 an déjà, au Puy de Juillet, pour un projet, le bocage, une source vive, ou peut-être d'autres choses aussi. Enfin, c'est déjà un très gros projet dont Mathieu Catoni nous avait parlé à Genève la dernière fois. Tout d'abord, j'aime bien commencer par ça, puis c'est vrai que vous parlez beaucoup du territoire avec les Puy de Juillet, donc quel est votre lien avec le territoire ? Alors oui, effectivement, pour répondre d'abord à la première partie de la question, j'ai intégré l'équipe il y a 1 an et demi sur les projets de territoire. Donc il faut le définir. Moi, mon lien avec le territoire, j'y habite depuis 6 ans maintenant. Je suis habitante du territoire. Puis depuis 30 ans, je le côtoie. J'ai ma maman qui vit ici depuis longtemps. Moi, je suis originaire de Normandie, mais de l'Orne, donc un département voisin. Et en fait, l'Orne est devenu c'était un paysage bocager et je l'ai vu se transformer un peu en plaine agricole. Je trouve que c'est un paysage qui a pas mal changé. Et quand ma mère est venue vivre dans le bocage de la Manche, j'ai eu un peu ce retour aux sources. Ça m'a fait cet effet de... Ouais, ce bocage était préservé, il était là. Ces vallons en plus de la Manche sont en côté vraiment très enchanteur. Et donc mon rapport au territoire, il date d'il y a un moment déjà. Je voue une fascination entre ce coin de France, entre la mer et les terres, et surtout ce bocage qu'il incarne, les chemins creux, les rivières, les mares et les haies, un peu partout. Donc, Vous étiez la personne idéale pour ce projet. Alors, d'ailleurs, oui. Et c'est vous qui l'avez proposé ou pas ? Alors, je l'ai proposé on était assez tous d'accord parce qu'il y avait déjà des balades bocage qui se faisaient dans le cadre du festival Les Puy de Juillet. Il y avait une intervention aussi l'année dernière sur le bocage. Oui, bien sûr, avec Léo Magnien. Ouais. Et cette conférence, on l'avait organisée justement, donc c'était Léo Magnien qui est sociologue et qui a écrit l'histoire sociale des haies, et avec Mathilde Guillemois, ils étaient tous les deux. Et Mathilde, elle était en train de finaliser sa thèse qu'elle a brillamment validée. Et elle est chercheuse, géographe, elle bosse sur l'hydrologie dans le bocage, donc c'était vraiment son sujet. Et on avait créé cette conférence justement parce qu'on était en train d'initier ce projet bocage. Il était déjà dans les tuyaux depuis un moment. Et Mathilde Guillemois, la chercheuse, était un peu aussi à la base de cette initiative, puisque c'est elle qui faisait les balades bocage des précédentes années sur le festival. Elle guidait en tant qu'étudiante, elle venait guider les balades. Et on s'était dit, en fait, il faudrait tirer ce fil, arriver à bosser un peu plus sur cette question scientifique et sociale qui est le bocage. C'est pour ça qu'on avait invité ces 2 acteurs-là, à la fois le rôle social et puis le côté géographique. Et c'était notre lancement en réalité. Si on regarde le planning du projet bocage, le bocage une source vive, dans son intégralité, il démarre au Puy de Juillet 2025, l'année dernière, avec cette conférence. Et c'est vrai que je les avais interviewés tous les deux, et d'ailleurs il pleuvait des cordes, alors on avait dû s'interrompre et on avait dit justement le bocage a un intérêt aussi pour protéger de la pluie et retenir la pluie. Et Léo Magnien m'avait dit que s'il avait choisi le bocage et les haies, c'était justement parce que ça allie complètement la nature et la culture et la société et l'histoire. Oui, et il y a pas mal d'historiens aussi qui parlent du bocage comme un vrai lieu de lien social, même historiquement. Enfin, c'était ce qui a permis de délimiter les parcelles, ce qui a permis d'être nourricier aussi, de se partager des denrées, etc., de gérer les flux d'eau. Donc c'était aussi une organisation sociale, quoi. Donc ouais, vraiment, ça a une histoire. Le rôle social est pas du tout anecdotique en réalité. Et c'est un paysage qui a été vraiment façonné par l'homme et qui est aujourd'hui devenu un patrimoine naturel ici dans la Manche en tout cas. Et qui est au cœur de débats parce que ça peut attiser les passions positives ou négatives parfois. Ouais.
Ouais, c'est vraiment un sujet, on s'en rend compte avec ce projet qu'on mène depuis 1 an maintenant, mais vraiment Ouais. 6 mois dans l'opérationnel, où on voit il y a deux visions du bocage, quoi. En gros, hein, je schématise parce que j'ai l'impression que la société elle est assez schématisée comme ça, et tout doit être manichéen et très rangé dans les cases. Et il y a ceux qui préservent le bocage et puis il y a ceux qui l'abîment, quoi. Et en plus, le conflit entre ces deux typologies de personnes, il est ultra présent et ultra vif. Il y a vraiment une détestation, il y a ce truc un peu écolo-agriculteur, quoi, en fait, on pourrait Mmh. dire. Qui est pas tout à fait vrai parce Non, qui est pas qu'on voit vrai, bien que enfin voilà. la chambre d'agriculture, d'ailleurs permet de planter des haies et il y a beaucoup de gens, Oui, qui se retrouvent quand même, c'est vrai que oui, quand je dis ça, c'est que c'est plutôt une image qu'on s'en fait, ouais. voilà. C'est en tout cas l'image que ça donne, il y a les pour et les contre, et puis en fait, dans la réalité, non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, c'était un peu pour ça aussi qu'on voulait mener ce projet, c'était pour rassembler des gens qui s'opposent, et essayer de tirer les fils un peu des représentations de chacun, pour comprendre, définir ce qu'est le bocage vraiment pour le territoire dans lequel il s'inscrit, et essayer d'apaiser, puis de réconcilier, puis de débattre sur les points de vue des uns et des autres. Et c'était aussi le but de ce projet. Alors avant d'aborder justement les personnes qui ont participé à ce projet, juste encore une dernière petite question personnelle, si je peux. C'est qu'est-ce qui vous a amené dans votre parcours d'études, de professionnels, qu'est-ce qui vous a amené à intégrer c'est l'association La Marette, hein, Ouais. qui s'occupe des pluies de juillet, et on a vu avec Mathieu Catoni que c'était au-delà maintenant du festival. Enfin, il y avait beaucoup Oui. d'actions autour Territorial, toute ouais. l'année. Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené vous dans votre parcours? Moi j'ai un parcours, j'ai toujours voulu bosser dans le culturel et le socio-éducatif, c'était un peu mon objectif. J'ai fait des études pour ça, j'ai un master en management culturel et solidaire, et j'ai tout de suite démarré dans le socio-éducatif d'abord. Et j'essayais toujours d'associer un peu la dimension artistique, culturelle au socio-éducatif, mais c'est pas toujours simple. Donc je me suis retrouvée dans des projets très parfois fermés, très ou socio-éducatifs ou très culture, mais moins sur le rôle social. Et mon dernier job était dans un grand lieu artistique. J'ai bossé un peu en région parisienne, dans un lieu de cirque contemporain en Seine-Saint-Denis, et là ça se rencontrait bien. Puis en plus je trouve que le cirque contemporain a cette capacité à être très ouvert sur les publics et l'accessibilité, là où d'autres types d'art ne le sont pas toujours, en tout cas font plus peur vu de l'extérieur. Et donc j'ai eu ce déclic à ce moment-là quand j'étais dans ce lieu, et comme je voulais à tout prix vivre dans la Manche Oui, donc et y c'était habiter, l'objectif voilà, aussi. c'était aussi mon projet de vie. J'ai décidé d'arrêter mon job, de venir vivre dans la Manche et d'aller à la rencontre des acteurs du territoire qui avaient des dimensions un peu comme celle-ci, quoi, qui associaient un peu ces différentes approches sur lesquelles moi je me suis formée et au sein desquelles j'ai évolué. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré les Puits de Juillet, hein, c'est un ami à moi qui m'a dit il faut vraiment que tu Vous les connaissiez, rencontres. oui, Je connaissais le par un ami, festival, ouais, comme ça. j'avais déjà été au festival au tout début, mais je connaissais pas du tout l'équipe et ni l'objet social de l'asso, La Marette. En réalité, je voyais plus un festival de musique de loin, avec quelques activités en journée, mais je m'étais pas intéressée au fondement et à l'approche de l'asso. Et quand je les ai rencontrés et que j'ai compris quelle était la dynamique, j'ai trouvé que ça collait parfaitement à ce que je recherchais, puisque l'idée c'est vraiment d'utiliser la culture, et donc pour le festival notamment la musique, comme médium pour essayer d'échanger sur les transitions écologiques et sociales. Et moi c'était ça que je voulais faire, utiliser la culture comme médium pour créer du lien social, créer de l'échange, aller à la rencontre des populations peut-être un peu plus éloignées de la culture aussi, ouvrir des perspectives, quoi. Donc voilà, ça collait bien. Ouais. Et ils cherchaient en plus quelqu'un à ce moment-là pour reprendre leurs activités pédagogiques, parce que l'asso Les Puits de Juillet, tu le disais, l'asso mène des actions tout au long de l'année sur le territoire, donc il y a ces projets, on pourrait dire, il y a le projet Bocage, puis il y en aura peut-être d'autres en parallèle qui traitent comme ça d'un sujet et qui s'investissent sur le territoire avec les habitants. Et puis il y a les ateliers pédagogiques qui sont menés dans les milieux scolaires ou dans les milieux, dans les centres éducatifs. Et là, c'est des ateliers de sensibilisation à la transition, aux transitions au sens large. Et chercher quelqu'un pour reprendre ça et y associer un peu aussi la dimension artistique et culturelle au sein de ces ateliers. Donc ça me plaisait bien. Et puis voilà, de fil en aiguille, le poste que j'ai aujourd'hui, donc qui en fait, je gère les actions de sensibilisation et de territoire
au sens large, que ce soit avec les scolaires ou avec le grand public. Donc vous ne faites pas que le projet bocage. Non, voilà, je ne fais pas que le projet bocage, je suis aussi beaucoup dans les écoles, là, notamment sur la période, c'est vrai, janvier-juin, beaucoup d'interventions avec les scolaires. Et puis des petites interventions à droite à gauche aussi dans des lieux divers et variés pour des collectivités ou autres. Donc voilà, ça s'est façonné comme ça et je me suis retrouvée au Puy du Vier. Je suis aujourd'hui là avec toi pour en discuter. Alors justement, revenons sur ce projet bocage là. Comment ça? Donc il y a eu plein de rendez-vous. On a parlé de ceux d'avant là, et puis donc là c'est le dernier avant le festival, mais il y en aura d'autres après. Ouais. Comment ça s'est passé pour trouver des personnes? Et j'ai l'impression, moi, ça fait 2 fois que je viens et que c'est des gens. Alors il y a des gens qui sont là tout le temps, d'autres qui viennent, et c'est des gens très différents. Hein. Il y a tous les âges, tous les genres, tous les styles. Justement, peut-être des néo-ruraux et des ruraux. Comment vous avez fait justement pour avoir des gens mélangés c'est toujours la difficulté, hein, c'est pas simple. On essaie de beaucoup communiquer au tout début du projet pour expliquer. Alors en plus, expliquer le projet, c'est pas simple. De dire qu'on va faire participer des gens à une création, à une enquête, pour avoir des ressentis sur le bocage, c'est pas hyper concret quand on le dit. Donc on essaie de communiquer le plus clairement possible localement, avec des outils de communication classiques. Hein. On a déposé pas mal de flyers aussi dans les commerces du coin, etc. On peut dire que vous avez une page Facebook, une page Instagram, tous les réseaux sociaux. Ouais. Il y a aussi le réseau Puy du Vier qui est assez large, sur toute la Manche. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà passés au Puy du Vier, dont on a l'adresse email ou les coordonnées, qu'on a informés comme ça via des newsletters. On a essayé de relayer au plus large, un peu de presse aussi. Il y a eu quelques articles à l'automne 25 qui évoquaient le lancement du projet. Et donc on a créé une première soirée où on s'est dit on va inviter au maximum les gens à venir voir, à comprendre ce que c'est. Et d'ailleurs les artistes de la compagnie Tourner la page avec qui on travaille, on avait ce soir-là prévu des petites représentations artistiques, des petites capsules artistiques pour montrer à quoi. Donc c'est vous qui avez contacté Tourner la page? Oui, moi je les avais rencontrés par le biais d'un autre projet que j'ai mené sur les questions de territoire. Justement, je travaillais avec une géographe sur l'écriture d'un hors-série là, pour études normandes sur la ruralité dans la Manche. Donc c'était tout à fait intéressant et je me suis retrouvée face à la compagnie de Tourner la page dans le cadre de ce projet. Ils avaient mené des ateliers comme ça avec les jeunes de la mission locale de Granville pour essayer de tirer le fil, un peu de comprendre pourquoi les jeunes resteraient à Granville. Qu'est-ce qui fait qu'ils restent à Granville et ne s'en vont pas? Et ils avaient créé une sorte de petite pièce, alors c'est ce que Fabrice, le metteur en scène, appelle la conversation spectaculaire, que je suis allée voir dans un EHPAD. Ils l'ont joué à la résidence des Herbiers à Granville. Et ça m'avait vraiment touchée, c'était très émouvant et on était dans un moment de dialogue, d'échange intergénérationnel, en même temps avec du contenu artistique et du vrai contenu aussi de ressenti et de rapport des jeunes à leur territoire, donc c'était hyper intéressant. Et ça m'a permis de voir cette méthodologie de travail de la compagnie qui est assez spécifique. Et j'en ai un peu discuté après avec Fabrice en lui présentant le projet bocage, en lui demandant ce qu'il en pensait. Donc Fabrice Hervé. Fabrice Hervé, donc metteur en scène de la compagnie Tourner la page. Et puis de fil en aiguille, on s'est retrouvés à travailler pas mal sur des rendez-vous de travail pour essayer de définir un peu un processus en suivant leur méthodologie qui démarre avant toute chose sur une grosse phase d'enquête. On invite les gens vraiment à enquêter. En plus, dans la phase d'enquête, le fait de relayer beaucoup le projet dans nos réseaux, ça nous a fait rencontrer des gens comme Marie Toussaint, qui est socio-anthropologue, qui s'est complètement associée au projet, qui est maintenant, elle est présente aujourd'hui sur les ateliers d'écriture. Elle accompagne les gens dans l'écriture, elle collabore avec une auteure sur ce sujet-là. Et donc elle a cette expertise d'enquête et de compréhension des sociétés humaines et aussi de savoir tirer les bonnes informations d'un échange, essayer de trier les informations. Donc elle nous a aussi aidé à formaliser, à façonner un peu le projet. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à proposer un projet un peu événementiel au final. On s'est dit, tiens, si on faisait un rendez-vous du bocage mensuel. Après ce rendez-vous de lancement qu'on a fait en décembre 25 qui s'est super bien passé avec 80 personnes présentes. Ah ouais, quand même. On a fait des ateliers participatifs au fil de la soirée avec plein de capsules artistiques. Les gens nous ont mis des gommettes sur des cartes IGN pour repérer les lieux bocagers. Il y a eu des enregistrements de récits, des écritures de récits et tout ça qui ont été mises dans une boîte à souvenirs et tout ça. Et c'est vrai que ça avait bien fonctionné. On s'est dit on va créer ce rassemblement, on va essayer de le régénérer un peu de manière régulière avec d'autres prismes autour du bocage. Et en faisant tout le territoire en plus. Et en essayant de changer à chaque fois d'endroit. On est soutenu dans le cadre de ce projet par le programme LEADER, donc financement européen.
qui est porté par le PETR Sud-Manche. Donc c'est qui est sur 3 qui est sur 3 communautés de communes, ouais. exactement. Et ces 3 communautés, on s'est dit, il faut qu'on gravite autour, il faut qu'on s'installe sur ce territoire. Donc on a fait des événements un peu itinérants chaque mois, essayer d'aller dans un endroit différent et d'aborder une autre caractéristique du bocage. Donc on a vu un ornithologue avec le Gaune qui a bien voulu participer. Aujourd'hui on avait la fédération de pêche, on a parlé de la lamprey marine dans la Sienne. Marie Toussaint, socio-anthropologue, nous a fait aussi un rendez-vous spécifique sur la méthode d'enquête pour former un peu les gens. On a fait une marche historique sur le bocage avec une guide du bocage, Charlotte Henry, qui nous a un peu raconté qu'est-ce que le bocage et d'où ça vient. Et puis on a fait aussi une balade botanique, saxo-botanique, que tu as faite d'ailleurs, je pense. Ouais, on mélange. Où on a essayé d'être plus sur l'approche botanique à ce moment-là, mais tout en associant un peu de musique. Et on essaie de continuer là-dessus. L'objectif, c'est que ce projet continue de vivre de cette façon, avec chaque fois un prisme différent pour ouvrir le regard et en même temps continuer de travailler sur cette partie artistique qu'on aime bien, c'est-à-dire cette création d'une œuvre collective qui se façonne là, et aujourd'hui on entend un peu derrière. Ouais. Ça marche bien, il y a de la musique, il y a du théâtre, il y a de la danse, de la du poésie, chant, de l'écriture, là on voit à côté. Il y a plein d'endroits, c'est extraordinaire parce qu'on est dans un grand jardin. Il y en a qui sont sous une grange et puis les autres sont dehors dans le jardin. Il y en a aussi. Oui, il y a des endroits différents, il y a des ateliers différents, il y a tous les arts là, c'est extraordinaire. Ouais. Et alors, donc, en fait, combien de personnes en général pour répondre aussi à ta question tout à l'heure, en mobilisation, c'était pas simple. Ouais. Et on essaie de faire évoluer notre base un peu à chaque fois. Et là, aujourd'hui, j'ai 150 personnes dans mon fichier d'envoi d'informations. Qui sont venus à qui sont forcément venus à un rendez-vous pour être dedans. Donc, et à chaque fois, c'est quoi? C'est une trentaine de personnes? C'est une trentaine de participants, ouais. Il y a vraiment le premier à rassembler 80 personnes, mais c'était plutôt une soirée festive, alors que les autres, c'était plutôt sur des sorties balades en journée. Donc, c'est limité aussi, il y a toujours un guide, donc 30 personnes, c'était bien. Et on va dire, c'est une moyenne à peu près 20-30 mais 150 personnes ont fait quelque chose, sont intervenues. Voilà, sont intervenues. Ou alors, il y en a aussi peut-être dans les 150, il y en a peut-être une vingtaine qui ne sont pas forcément intervenues, mais qui m'ont demandé de suivre les actus parce que ça les intéresse et qui viendront probablement voir les restitutions et qui s'intéressent. Alors, on peut donner la liste des restitutions donc, oui. Donc là, on travaille sur la dernière journée de résidence aujourd'hui pour essayer de créer quelque chose avant la pause estivale. Et surtout, l'objectif, c'est de diffuser déjà une première étape de travail au Pluie de Juillet, donc au festival Les Pluies de Juillet, le dimanche 19 juillet à 13h30 dans l'Imaginarium, donc sur le site du festival. Ça va durer une demi-heure, 1 heure. La création est en cours, là, donc on ne peut pas vous dire concrètement ce que ça va être. Oui, mais on voit déjà qu'il y aura de la danse, du chant, de la musique, des textes dits qui ont été écrits par les personnes. Ouais. Et donc ça, c'est une première étape de travail et ça permet aux gens de se retrouver face à un public déjà, en tout cas aux habitants qui sont impliqués, de se retrouver face à un public au Pluie de Juillet pour déjà poser les premières bases de la suite. Et après, on recommence en septembre. On refera des rendez-vous mensuels. Donc le premier aura lieu le 12 septembre, le second le 11 octobre, le troisième le 21 novembre. Et au final, on espère une première représentation publique de la création vraiment finalisée le 18 décembre. Au TANU, normalement, dans la salle des fêtes, comme notre première soirée l'année dernière qui avait eu lieu. Oui, on a dit que le TANU, maintenant, c'était le lieu... c'est resté le lieu, mais maintenant, oui, le festival est à Chambrépu, mais c'est à côté, non? Oui, c'est vraiment 3 km, et le TANU, c'est un peu quand même le point de départ du projet Bocage, parce qu'on a fait les balades Bocage dans les chemins du TANU, c'est l'histoire du projet Bocage, donc on avait à cœur aussi de boucler la boucle là-bas. Et après, donc ça va continuer, mais ça change de pays. Alors en 2027, on espère quand même que notre première représentation le 18 décembre ne sera que le début. Et on espère qu'il y en aura d'autres. L'idée, c'est d'en programmer au moins 2 ou 3 autres, voire 4, si vraiment il y avait un succès pour le projet. Donc essayer d'aller un peu sur le premier semestre 27, présenter notre création sur le territoire. Et en même temps, on a une subvention européenne, là. Enfin non, une subvention régionale pour un projet européen, dans le cadre du Millennium de la région Normandie, pour les 1000 ans de Guillaume le Conquérant en 2027. Et donc on va un peu aller sur les traces de Guillaume, dans le cadre du projet Bocage, pour essayer d'aller
Chercher, donc dans le Devon en Angleterre et puis dans les Flandres, un peu dans une région des Flandres, essayer de comprendre aussi le bocage là-bas, comment on le définit, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a été, et puis quelles sont les représentations, les récits qui en ressortent, comment il s'incarne dans la vie des gens, pour créer une forme de comparatif, en fait, de comparaison entre le nôtre et les autres bocages qui sont aussi des héritages normands, on va dire. Oui, beaucoup ont réduit. Et d'ailleurs, même, vous disiez dans la Manche, il en reste un peu plus qu'ailleurs, mais je crois que ça diminue aussi. Ça baisse chaque année en fait. Ouais. Mais le Même département maintenant, de la alors qu'on en Manche, parle, oui, enfin ouais. maintenant, ça va peut-être s'inverser. Si, non, ouais. ça baisse toujours chaque année, Toujours. ça perd en kilomètres, mais le département de la Manche est le plus bocager de France dans la mesure où il a le plus grand linéaire de haies. Par rapport à d'autres départements. Par contre, c'est vraiment pas le plus boisé des départements, ça pour le coup. Mais il perd chaque année. Il perd chaque année du linéaire de bocage, malgré les politiques qui encouragent à replanter, à toujours être dans la remise en état des haies, etc. Ça continue. Il continue d'y avoir des dérogations, puis des projets qui font qu'on en supprime quand même plus qu'on en crée. Surtout que ce que moi j'avais appris aussi à la conférence l'année dernière, c'est que si on replante à la place, c'est pas tout à fait pareil. Non, c'est vrai qu'il y a ça. Le bocage, c'est aussi des arbres qui ont un mélange d'essence, des arbres d'un certain âge qui ont une certaine hauteur, etc. Replanter, ça va pas forcément donner la même chose, d'autant que la taille aussi est hyper importante, l'entretien. Aujourd'hui, on a beaucoup de haies qui se font déchiqueter un peu chaque année, ce qui fait qu'elles ne vont pas vivre longtemps. Il y a la façon de la couper aussi. Exactement, parce qu'on utilise, alors on peut redire, vous avez dit un petit peu au début notre entretien, mais c'est une source incroyable de bienfaits. Là, on en parle en plus avec la canicule et tout ça. Oui. Ça apporte. Est-ce que vous pouvez nous rappeler tout ce que. Enfin, peut-être pas tout parce que c'est long, mais. Déjà pour le monde agricole, c'est quand même. À la base, c'était même nourricier pour les animaux. Les vaches se nourrissaient aussi des branchages, etc., ce qu'elles n'ont plus du tout aujourd'hui. Mais ça avait déjà un rôle agricole. C'est de l'ombrage, c'est de la nourriture. Et puis sur le plan humain, c'est vraiment des essences nourricières aussi. Il y a aussi les noisetiers. Les noisetiers, les pruneliers, il y a plein de variétés qui font même il y a des cerisiers qui sont originaires du bocage. Il y a plein de variétés différentes qui permettaient de se nourrir, de faire de la vannerie aussi par exemple. Il y avait beaucoup d'usages domestiques de la haie. C'était aussi un marqueur de propriété, d'une certaine manière. Et puis ça a régulé, c'est les talus, surtout le rôle des talus, des haies sur talus, qui régulait pas mal le flux de l'eau. Ça a été créé comme ça aussi, pour pouvoir avoir une infiltration plus lente et pouvoir avoir des cultures plus efficaces. La haie, c'est aussi beaucoup de feuilles et de nourriture pour le sol. C'est beaucoup d'habitat pour des animaux, les talus, les racines, les arbres, plein d'animaux. Je crois qu'il y a tous les étages, c'est ce qui vient Oui, voilà, exactement. J'en oublie plein, mais oui, ça a beaucoup de fonctions. Et dans la Manche aujourd'hui, c'est quand même toujours très présent, donc c'est chouette qu'on arrive à... On pourrait même dire un côté esthétique... Et pour se promener, Oui, les chemins creux aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'esthétique du bocage qu'on recherche. On est dans un chemin très plein de fraîcheur, avec une sorte d'arbres au-dessus de nous qui font comme si c'était un bâti naturel qui s'est construit, des branches qui s'entrecroisent. Une sorte de tonnelle, c'est ça, c'est la tonnelle naturelle. Il y a les talus sur le côté, on voit plein de terriers, plein de passages de blaireaux, de coulées de blaireaux, etc. On voit que la vie est présente. Donc oui, c'est un côté très esthétique aussi de se promener dans le bocage aujourd'hui. Même si à une époque on voyait plus d'animaux. Peut-être en tout cas les animaux d'élevage, je pense aux vaches notamment. On les voyait beaucoup dans les parcelles, on les voit peut-être moins. Et encore, dans la Manche, on a de la chance, on en voit encore. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en même temps, c'est les agriculteurs qui entretiennent complètement. Non, mais c'est vrai que c'est pas si simple. On dit c'est super le bocage, mais c'est aussi de l'entretien. C'est une création, de l'homme. Les talus, il faudrait les relever tous les ans pour que les racines se dénudent pas. On voit parfois des racines nues un peu dans les chemins et tout ça. C'est vrai que si on faisait bien les choses, l'entretien il est rude. Il faut gérer les talus, gérer la taille des arbres pour pas que ça se
ça s'entrelace trop justement et qu'après ça devienne des forêts. Hein. Si on les laisse se déployer, c'est plus une haie, c'est une forêt. Donc après les parcelles sont plus exploitables non plus ni pour l'élevage ni pour l'agriculture. Et puis le bois, voilà, c'est un travail assez rude, très saisonnier. Et les parcelles agricoles sont forcément réduites dans le bocage qui existe. Donc c'est pas du tout pratique pour l'agriculture d'aujourd'hui. Ça, il faudrait reconnaître peut-être ce rôle important des agriculteurs justement par rapport au paysage. Donc à la fois la ressource alimentaire, mais aussi la ressource de paysage, quoi, de nature. Ouais, complètement. Ils sont un peu. D'ailleurs, on dit le mot paysan, et c'est le paysage. Hein. Enfin, je pense. Hein, je sais pas l'origine du mot paysan, mais moi, ça me rappelle ça. Ça me rappelle qu'ils sont les artisans du paysage un peu. Et ouais, c'est pas si simple, hein, ce truc de préservation du bocage. Il y a tellement d'approches. Là, on a mis en parallèle l'esthétique des promeneurs et puis des agriculteurs. C'est vrai que ça, c'est deux visions, mais il y a plein d'autres paramètres qui viennent se rencontrer et qui créent la difficulté d'une mise en place apaisée de la gestion de tout ça, quoi. Mais peut-être que ce genre de croisement là, culturel, oui, social, en tout cas, nous, on pense que le médium culturel là va nous permettre d'approcher peut-être une plus grande diversité de personnes, d'aller aussi jouer ce qu'on va créer, je sais pas, dans des EHPAD, dans des écoles, sur deux générations très différentes, d'avoir leur ressenti, d'en discuter, de parler de tout ça. Et déjà, le fait d'en parler, c'est déjà une bonne chose, quoi. Ça permet aussi d'apaiser certaines tensions, de réaliser certains points de vue aussi, de comprendre. Donc pour faire rapide, on en a parlé déjà avec Mathieu, mais il y a des conférences et qui vont évoquer aussi d'autres aspects. Et c'est ce qu'il me disait, c'est que l'environnement, ça relie tout en fait, toutes les questions. Il y aura la santé, je crois, il y aura... Et aussi, je pensais à ça parce que vous parliez des arbres, d'entretien. Il y aura une personne qui travaille justement... Oui, il y a une élingueuse grimpeuse, Karine Mercilly, qui vient le dimanche matin justement, juste avant qu'on fasse notre restitution. Elle vient parler sur une conférence à hauteur d'arbre, ça s'appelle. Et donc, elle va nous raconter un peu comment elle gère son métier et tous les enjeux qu'il y a derrière tout ça, derrière cette gestion des arbres. Ouais, ça va avec. C'est vrai que ça touche à tous les aspects, donc c'est intéressant que tout ça se recoupe. Et puis planter des haies, vous en parliez aussi, c'est le projet aussi de... on aimerait bien dans le cadre de ce projet, c'est vrai que c'est parce que comme je disais tout à l'heure, on a envie que chaque événement autour de ces rendez-vous du bocage, là, on arrive à proposer des nouvelles lectures, des nouveaux prismes, et on se dit mettre les mains dans la terre et planter vraiment une haie, ça peut être une activité intéressante. Et vous évoquiez une association, d'ailleurs j'ai pas encore interviewé la présidente là, qui a créé une association sur les haies, Marie-Jo Mésange. Oui, Marie-Jo Mésange, qui est du côté de Sartilly, c'est le collectif Haies Vivantes. Ils ont un collectif qui essaie de faire entendre sa voix pour que, en tout cas, la dynamique d'entretien des haies se fasse de manière plus apaisée et plus respectueuse et plus dans l'échange, parce qu'il y a parfois des coupes un peu abruptes. Il y a des effectivement qui se font broyer un peu chaque année, qui sont pas taillés mais broyés, et qui du coup la façon de couper, on m'avait expliqué, ça joue vraiment sur la durée de vie de l'arbre. Évidemment, là, les premières années, quand il se fait broyer régulièrement, on voit un jeune arbre, il reprend, il repart quand même. Donc ça le tue pas, mais par contre ça l'abîme vraiment dans sa croissance, et c'est pas pérenne comme gestion pour la haie. Alors ensuite donc le projet en Europe, là vous allez y aller aussi, vous ferez intervenir des gens aussi. Oui, alors là ce qu'on essaye de faire justement actuellement, c'est de recenser les acteurs avec qui on va échanger. Donc on cible des régions précises, puis grâce à la région Normandie aussi, on a des liens qui se font. On a rencontré des gens d'Angleterre là, et des Flandres. Donc ça sera aussi des gens comme ça qui se proposeront. Ouais, en fait c'est surtout d'aller à la rencontre d'associations ou d'acteurs locaux ou d'habitants qui ont des activités en lien avec leur bocage là-bas, pour essayer de recueillir leurs ressentis, leurs récits, leur présenter aussi notre démarche là en France pour avoir leurs avis et là encore collecter des récits, des émotions, des ressentis liés à ce bocage, pour pouvoir faire un peu in fine une expo, un système de comparaison, quoi, pour pouvoir
transmettre, aller plus loin sur ce qu'est le bocage. Il existe aussi ailleurs, il n'y a pas que le bocage de la Manche, et c'est de le comprendre un peu mieux et de voir, il y a peut-être d'autres enjeux qui se jouent ailleurs. Enfin, c'est super parce que vous lancez vraiment une dynamique qui part du Sud-Manche, de la Normandie et plus précisément notre petit territoire, très riche en culture et en nature. Et vous avez déjà des idées pour après ou, là, ça va être assez long. Oui, on aimerait bien quand même en faire... Ah oui, alors pour finir sur le projet bocage, on avait envie de créer quelque chose de plus court que ce qui va être créé là. Enfin, à partir de ce qui va être créé là, de créer une petite forme qui puisse tourner plus facilement pour vraiment aller sur le territoire dans une école par exemple, pouvoir intervenir dans un collège et avoir un module. Nous, les Puy-de-Juillet, on développe pas mal de modules pédagogiques, donc essayer d'avoir un module qui soit de médiation et de pédagogie autour de issu de l'œuvre. ce travail. Voilà, issu de ce travail et de tout ce qui aura été brassé comme information. Et puis après, les autres projets, je ne saurais pas vous dire encore s'il y a des thématiques précises, mais en tout cas, l'objectif là, c'est de garder un rythme sur le territoire de lien social et d'échange sur les thématiques qui font l'actualité et qui participent à cette question des transitions au sens large. Donc là, le bocage, c'est vraiment un sujet. Il y en aura d'autres, quoi. Peut-être la baie. Ouais, peut-être le bocage, la mer, le littoral. Mais bon, il y a de quoi faire. On a de quoi faire. Donc peut-être que ça sera un fil qui sera tiré du bocage, justement. Ce sera, je sais pas, l'arbre ou un truc comme ça. On peut continuer sur le bocage, il y a d'autres thèmes. En tout cas, le point de départ, là, c'était le bocage et on espère pouvoir continuer de rassembler dans des dynamiques comme celle-là, quoi. Bon, donc vous êtes contente, ça a marché. Ça marche bien. C'était un pari parce que c'est assez nouveau. Et puis c'est pas facile à cerner, enfin se dire qu'on va aller passer... une après-midi à faire de l'écriture sur le bocage. Les gens sont contents. Pas facile de visualiser puis de sortir de chez soi pour y aller, quoi, sans connaître forcément les gens. Et non, il y a un vrai enthousiasme et à chaque fois, moi, je suis hyper contente de la convivialité de ces événements-là. Il n'y en a pas un qui a été désagréable en fait. C'est vraiment des moments de vie, d'échange, des gens qui se retrouvent. Des histoires rigolotes, des histoires qui font peur, il y a un peu de tout. Donc, vous partez des témoignages personnels et puis on part de la vie élargit des gens. Après, vous élargissez. Et par contre, on essaye vraiment de ne pas être dans un discours un peu où chacun unique, sa vie, où chacun raconte sa vie, où chacun est vraiment des petites étoiles dans les yeux, le bocage c'est magnifique, les petits oiseaux, etc. On essaye quand même. Et là, on a vu à un moment, au début, on avait vraiment beaucoup de gens qui étaient dans la préservation du bocage et qui étaient dans des discours un peu poétiques. On s'est dit, il faut qu'on aille quand même chercher aussi les autres avis. Choses plus concrètes. Et c'est pas forcément facile de faire venir d'autres gens avec d'autres avis à nos événements. En revanche, ce qu'on fait, c'est qu'on va à leur rencontre. Il y a beaucoup d'entretiens qui sont menés avec des gens d'horizons différents qui travaillent en lien de près ou de loin avec la question du bocage pour essayer de recueillir d'autres avis qui vont un peu ouvrir le débat aussi, quoi. Très bien, merci beaucoup Clémence Souret pour cet entretien là autour entre les ateliers, dans les ruines de l'abbaye. Et donc, alors pour nous quitter, un choix musical, ça peut être en lien avec la programmation des Puy-de-Juillet ou ça peut être aussi peut-être. Alors il y a Nicolas Cloche. C'est ce que j'allais dire. Le premier truc qui m'est venu, c'est Nicolas Cloche, qui est un artiste du Grand Villet, qui écrit, qui est auteur, compositeur et musicien. Et là, il participe à ce projet. Il nous a écrit une super chanson sur la base d'un récit. Je n'ai pas envie de donner le titre de la chanson parce que c'est vraiment significatif de ce qui va être présenté dans le cadre du projet Bocage, mais c'est une histoire qui fait peur, un récit qui fait peur. Il en a fait une super belle chanson et je trouve que pour le coup, s'il y a un choix musical, c'est écouter Nicolas Cloche parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait et là, ce qu'il nous propose dans le cadre de ce projet, ça colle parfaitement aussi. Donc là, on diffusera pas cette chanson-là, on laisse le plaisir de la découverte. Moi je trouve que ça serait chouette qu'on la découvre. Mais par contre, on peut diffuser des autre chansons. Il y en a une autre. Alors, j'ai pas les titres de ces chansons. Moi, j'ai son dernier album. Alors je vais choisir. Vous me laissez choisir. Ouais, je vous laisse choisir dans son dernier album qui est vraiment chouette. D'accord. Donc Alors, Funambule avec un S, car nous sommes tous des funambules sur cette petite planète. Merci Clémence. Merci Sophie.